J'ai cru que j'avais tout perdu, ma femme, ma dignité, mais la réalité a frappé quand j'ai vu ma voiture, ma vieille voiture comme il l'appelait, réduite en ferraille. Et lui, mon beau-père, il ricanait. Il ricanait en me disant « Achète-toi une vraie voiture ». Il n'avait aucune idée de ce qu'il venait de faire. Et moi, à ce moment-là, je savais que ma vie, telle que je la connaissais, venait de s'effondrer, emportant avec elle bien plus qu'une simple carrosserie. Je suis comme toi, peut-être. Un homme de 34 ans, vivant dans une maison modeste en banlieue, pas riche, mais confortable, avec l'odeur du café le matin et les rires de mon fils Léo le soir. J'ai grandi dans une famille simple, où le travail acharné était la seule monnaie d'échange pour une vie digne. J'ai épousé Élise il y a 7 ans, une femme que j'adorais, le pilier de ma vie, la mère de Léo. Notre routine était douce, prévisible. Chaque matin, je me levais avant elle, préparant le café, savourant ce silence fragile avant que la journée ne déploie son tumulte. Puis venait le moment de réveiller Léo, de l'emmener à la crèche, avant de me rendre à mon travail d'ingénieur. Les soirées étaient sacrées, des rituels immuables, le dîner en famille, les histoires avant de dormir pour Léo, et ces instants volés avec Élise, où le monde extérieur s'évanouissait. Ma voiture, tu sais, ce n'était pas juste un moyen de transport. C'était une Shelby GT500 de 1967, un classique discret, une véritable œuvre d'art que j'avais restaurée pièce par pièce, ponçant, peignant, chérissant chaque boulon comme un trésor. Elle n'était pas tapa accent grave-l'œil, non, pas de chromes ostentatoires qui hurlent la richesse, juste la ligne pure d'une élégance intemporelle. Pour un œil non averti, c'était une vieille voiture, certes. Pour moi, c'était une passion, une thérapie, un investissement. Elle dormait la plupart du temps sous une bâche, attendant les rares sorties, les rassemblements d'amateurs, ou simplement mes moments de méditation mécanique dans le garage. Élise connaissait sa valeur, je lui avais montré les papiers, les articles, le dossier de sa restauration minutieuse. Elle savait que ce n'était pas juste de la ferraille. Mais mes beaux-parents, eux, ne voyaient en elle qu'une vieille bagnole qui prenait de la place, une preuve de mon entêtement à m'accrocher au passé, selon eux. Cette voiture représentait pour moi la liberté, un lien avec une autre époque, la concrétisation d'un rêve d'enfant. C'était ma bulle, mon sanctuaire. N'avons-nous pas tous besoin de ces petits refuges, de ces objets qui parlent à notre âme? Nous vivions dans une société obsédée par les apparences, par l'argent facile, par la réussite ostentatoire. Et mes beaux-parents en étaient la parfaite incarnation. Mon beau-père, Monsieur Dubois, un homme d'affaires qui se vantait d'être un self-made man, bien que son argent vienne surtout de mariages arrangés et d'héritages opportuns, dédaignait tout ce qui ne rapportait pas immédiatement. Il aimait sa Jeep rutilante, ses montres chères, ses dîners dans des restaurants étoilés. Les difficultés financières étaient toujours un sujet de fond. Nous n'étions pas dans le besoin, mais nous ne roulions pas sur l'or. Mon salaire était stable, suffisant, mais loin des chiffres que mon beau-père aimait afficher. La Shelby était mon assurance, mon petit trésor accumulé avec patience, un capital sur lequel nous pouvions compter en cas de coup dur. Mais pour ma belle famille, ce n'était qu'une dépense inutile, un caprice de gamin. Leurs critiques, d'abord subtiles, puis de plus en plus directes, s'insinuaient dans ma vie comme une mélodie dissonante. Ils critiquaient ma maison, ma carrière, mes choix, ma modestie. Ils voulaient le mieux pour leur fille, et ils ne se gênaient pas pour le dire. Élise, prise au milieu, tentait souvent d'apaiser les tensions, mais je sentais qu'elle était de plus en plus influencée par leurs valeurs. Cette histoire ne se déroule pas dans le vide, crois-moi. Elle est tissée dans les fils de l'argent, de l'image, de la pression familiale et de cette course effrénée vers un succès qui, pour certains, justifie tout. Les premiers signaux d'alerte, je les ai vus, ou plutôt, je les ai ignorés. Comme des petites fissures à peine visibles sur un mur solide. Mon beau-père, à chacun de nos repas de famille, ne manquait jamais de glisser un commentaire sur ma voiture. Quand vas-tu te débarrasser de cette vieille ferraille? Elle prend de la place, tu devrais la vendre et acheter quelque chose de décent, comme ma Jeep. Au début, c'était anodin, je ripostais avec humour, expliquant sa valeur inestimable aux yeux des collectionneurs. Mais ces piques se sont faites plus acides, plus insistantes. Puis Élise a commencé à y faire écho, d'une voix douce, presque suppliante. Mon père a raison, chérie. Elle est jolie, mais elle ne sert à rien. On pourrait utiliser l'argent pour le voyage dont on rêve, pour Léo. Ces mots, à elle, eux faisaient bien plus mal que ceux de son père. Quand j'essayais de lui expliquer à nouveau que ce n'était pas qu'une simple vieille voiture,
que c'était un trésor potentiel, elle me regardait avec une indulgence que je ne supportais pas, comme on regarde un enfant naïf. Le mépris dans les yeux de mon beau-père, lui, était palpable. Valeur? Une vieille voiture, ça vaut le prix de la ferraille, mon gamin. Arrête tes contes de fées. Un jour, l'incident qui a tout déclenché s'est produit. Mon beau-père avait acheté sa nouvelle Jeep, un monstre rutilant et énergivore. Il s'est plaint amèrement du manque de place. Ma Shelby dormait tranquillement dans mon garage. Il a commencé à sous-entendre que mon garage devrait être réservé à des voitures utiles, pas à une vieille antiquité qui ne roule jamais. Un week-end, il est venu, l'air grave. Je vais avoir des travaux dans ma grange, j'ai une grande propriété, pourquoi ne pas garer ta relique chez moi, au fond d'un hangar, elle ne nous gênera plus ici? J'ai hésité. Mon garage était son excuse pour garer sa Jeep chez moi. Mais je ne voulais pas le vexer, ni Élise. J'ai accepté, pensant qu'il voulait être arrangeant. Un acte de confiance aveugle, je le sais maintenant. Qu'aurais-tu fait à ma place? Refuser son aide, risquer un conflit familial pour une histoire de parking? Parfois, les petites décisions sont les pierres angulaires des pires catastrophes. C'était la première fissure, le premier petit grain de sable dans l'engrenage qui allait broyer ma vie. La première étape de la chute a été ce déménagement forcé. Mon beau-père, un samedi matin où je taillais mes rosiers, est arrivé avec sa Jeep rutilante, la mine renfrognée. Je ne peux plus garer ma Jeep. Ta vieille voiture prend toute la place. Vraiment, il faut que tu mettes cette chose quelque part ailleurs. J'ai de la place à la ferme, au moins elle ne nous gênera pas ici. Élise, à ses côtés, me regardait, les yeux suppliants, comme pour me dire de ne pas créer de problème. Fais-le pour la paix, chérie. Il ne te la touchera pas là-bas. J'ai essayé de protester, de lui rappeler que mon garage était le sien, mais il a balayé mes arguments d'un revers de main. Ton garage est trop petit. Ma Jeep a besoin de place. Tu ne vas pas me dire non, quand même? Je t'offre une solution. J'ai senti une première égratignure sur le vernis de notre confiance. C'était comme une petite fissure dans un barrage, insignifiante seule, mais annonciatrice de la débâcle à venir. Le cœur lourd, j'ai conduit ma Shelby jusqu'à son vaste hangar, les recouverte d'une bâche, la laissant là, un peu orpheline. Je me suis dit que c'était pour la paix familiale, ce mantra qui nous pousse parfois à faire des concessions qui nous coûtent cher. La deuxième étape, les visites inopinées, a commencé à miner ma tranquillité. 2 semaines plus tard, en passant le voir, j'ai trouvé la bâche de ma voiture soulevée. Il était là, un chiffon à la main, frottant sa Jeep comme si elle était le saint des saints. Alors, toujours pas décidé à vendre cette vieille relique? Elle pourrit ici. Franchement, ça me gêne de la voir prendre de la place. Son ton était un mélange insidieux d'ennui et de mépris. Papa, s'il te plaît, laisse-la tranquille. Elle ne te dérange pas sous sa bâche. Ah si, elle me dérange. C'est un rappel de ton entêtement. Et puis, je pourrais utiliser cet espace pour ranger des outils, qui, eux, sont utiles. Ces paroles étaient comme de petites gouttes d'acide, commençant à corroder ma patience et surtout ma tranquillité d'esprit. L'odeur d'huile, qui d'habitude me réconfortait près de ma voiture, sentait maintenant le danger, l'intrusion. J'ai commencé à me sentir de plus en plus mal à l'aise de la laisser sous son toit. La troisième étape fut le prêt de l'espace, transformé en pression. 1 mois s'était écoulé. Mon beau-père m'a appelé, la voix sèche. Écoute, je fais des travaux dans mon hangar la semaine prochaine. Je dois vider tout ce qui s'y trouve. Il faut que tu viennes chercher ta voiture. Vite. J'ai essayé d'expliquer l'impossibilité. Je n'avais pas de place chez moi, pas de solution immédiate. Il savait bien que mon garage était encore occupé par sa foutue Jeep. Mais où veux-tu que je la mette? Mon garage est pris par la sienne. C'est ton problème, mon garçon. Elle n'aura plus sa place ici, point final. La corde de ma patience s'étirait, fine et tendue, prête à rompre. Je me sentais pris au piège, comme un poisson haletant hors de l'eau. J'ai stressé, j'ai cherché des solutions désespérément, en vain. Élise, cette fois, était froide. Mon père a raison, tu aurais dû y penser avant. Il est trop gentil de te la garder tout ce temps. L'ultimatum déguisé fut la 4e étape. Un soir, Élise était silencieuse à table, le poids d'un secret palpable. Après le coucher de Léo, elle s'est tournée vers moi.
Mon père a dit que si tu ne la déplaçais pas d'ici la fin de la semaine, il s'en occuperait lui-même. Il est sérieux. Il dit que ça ne peut plus durer. Sa voix était plate, dénuée de la moindre once de défense pour moi. S'en occuper lui-même? Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais tu sais comment il est. Il n'aime pas qu'on lui tienne tête. Et puis, il a raison, elle ne sert à rien. On a besoin de cet argent, nous. C'était comme si le sol se dérobait sous mes pieds. La confiance que j'avais placée en Élise, en son soutien indéfectible, se fissurait comme une vitre sous un coup violent. La peur a commencé à me tenailler. La valeur de la voiture n'était pas un secret pour ma femme, je lui avais montré les papiers, les articles, le dossier de restauration. Mais elle semblait l'avoir oublié, ou pire, l'avoir volontairement ignoré. La 5e et dernière étape avant le basculement, ma tentative désespérée. Je suis allé le voir une ultime fois, presque suppliant. J'ai essayé de lui expliquer à nouveau, calmement, le potentiel de cette voiture, le travail que j'y avais mis, la valeur patrimoniale. J'ai même suggéré de la mettre en vente rapidement pour lui montrer qu'elle avait une valeur bien réelle. Il m'a écouté, un sourire narquois sur les lèvres, le regard vide de compréhension. « Écoute, papa, je sais que tu penses que c'est une vieille bagnole. Mais elle a une vraie valeur. Je pourrais la vendre aux enchères, ça prend juste du temps. Ne la touche pas, s'il te plaît. » Des enchères? Tu rêves, mon gamin. Personne ne veut de cette chose. Elle vaut le prix de sa ferraille, je t'assure. Sois réaliste. Et il a ri. Un rire sec, arrogant, qui a résonné en moi comme un marteau frappant sur l'enclume de mes espoirs. C'était le son du mépris pur, de l'ignorance volontaire, de la conviction inébranlable qu'il avait toujours raison. Je suis rentré chez moi, le souffle coupé, le cœur battant la chamade. J'avais un pressentiment terrible. Le téléphone a sonné un mardi après-midi, pendant que j'étais au travail. C'était Élise. Sa voix était étrangement calme, presque trop calme, comme la surface d'un lac avant une tempête dévastatrice. Elle m'a demandé de venir chez ses parents. « Il y a un problème avec ta voiture », a-t-elle dit. Ces mots ont résonné dans mon crâne, glacial, annonciateur. J'ai quitté mon bureau sans un mot, le cœur tambourinant dans ma poitrine, chaque battement plus lourd que le précédent. La route a semblé s'allonger à l'infini, chaque virage, chaque feu rouge était une torture. Des images défilaient dans ma tête, ma Shelby, brillante, intacte, puis soudain froissée, détruite. Je priais pour que ce ne soit qu'un pneu crevé, une éraflure. N'importe quoi sauf le pire. Quand je suis arrivé, la scène m'a frappé de plein fouet, m'arrachant le souffle. Le hangar était grand ouvert. Au milieu, là où ma voiture dormait paisiblement sous sa bâche, trônait fièrement la Jeep rutilante de mon beau-père. Et à côté, un camion de remorquage, son bras articulé encore en l'air. Sur le plateau, une masse informe de métal tordu, écrasé, méconnaissable. Ma Shelby. Mon cœur s'est arrêté. L'air s'est épaissi, le monde est devenu un tableau statique, figé dans l'horreur. Les couleurs se sont estompées, les sons se sont tus. Je n'entendais plus que le sang pulsant dans mes tempes. J'ai avancé, mes jambes lourdes comme du plomb. J'ai vu le bras du camionneur s'approcher, le grappin enserrer ce qui restait de ma passion, de mes rêves. Il a ricané. Mon beau-père était là, à côté de sa Jeep, les bras croisés, un sourire satisfait sur le visage. Élise était un peu en retrait, les yeux rivés sur le sol, une ombre sur son visage. « Ah, tu es enfin là. C'est fait, tu vois ? Problème réglé. J'ai fait venir la ferraille. Ça ne te coûtera rien, je me suis occupé de tout. » Sa voix était pleine d'une vanité triomphante. Maintenant, ma Jeep aura toute la place qu'elle mérite. Achète-toi une vraie voiture, mon gamin, quelque chose d'utile. Pas ces vieilles reliques qui ne servent à rien. Il a haussé les épaules, comme s'il m'avait rendu un immense service. Ses mots, son rire, sont entrés en moi comme des éclats de verre. Je me suis penché, le souffle court, le regard rivé sur ce tas de ferraille qui était autrefois ma fierté. Une larme solitaire a coulé sur ma joue, puis une autre. Non pas de tristesse, mais d'une rage froide, d'un désespoir abyssal. C'était plus qu'une voiture. C'était la preuve de leur mépris, de leur arrogance, de leur aveuglement. À cet instant précis, j'ai su que tout était brisé. Le mariage, la famille,
la confiance. Un point de non-retour était franchi, irrémédiablement. Connais-tu ce sentiment où l'on bascule, où l'on réalise que la vie ne sera plus jamais la même? Ce vertige du vide sous vos pieds? C'est ce que j'ai ressenti. Le silence qui a suivi mon cri, un cri rauque que je ne savais pas capable de pousser, a été assourdissant. Mon beau-père, surpris, a cessé de ricaner. Élise a relevé la tête, son visage pâle et ses yeux apeurés. Où est ce qui te prend? A demandé mon beau-père, son arrogance vacillant un instant face à l'intensité de ma douleur et de ma fureur. J'ai ramassé le dossier que je gardais toujours dans ma sacoche, le dossier de ma Shelby. Je l'ai ouvert, mes mains tremblantes. Cette vieille bagnole, comme tu l'appelles, ai-je dit, ma voix rauque et tremblante, c'était une Ford Mustang Shelby GT Saint-Saëns de 1967. Une pièce de collection. Elle était sur le point d'être vendue aux enchères, j'avais déjà des contacts. Tu l'as détruite. J'ai sorti les papiers, les expertises, les estimations d'un spécialiste renommé, qu'Élise connaissait pourtant. Valeur estimée, ai-je lu à voix haute, les yeux fixés sur lui, sur Élise, 300 000 $. Minimum. C'est ce que tu me dois. Le visage de mon beau-père est devenu livide. La couleur a fui de ses joues, laissant une pâleur de cire. Le sourire de suffisance a disparu, remplacé par une expression de choc, puis de colère froide. Quoi? Tu mens? Une vieille ferraille comme ça? Impossible. Son déni était comme une dernière gifle, une insulte finale à ma passion, à ma bonne foi. Élise, à côté de lui, a posé une main sur sa bouche, ses yeux agrandis par l'horreur de la situation. Elle savait. Elle l'avait toujours su. J'avais tout partagé avec elle, chaque étape de la restauration, chaque article sur sa rareté. Elle avait juste choisi d'ignorer, de se ranger du côté de son père, de son image de réussite. Psychologiquement, j'étais en miettes. Le chagrin pour la voiture, oui, bien sûr, mais surtout le choc de la trahison, cette blessure abyssale. Comment pouvait-il me faire ça? Comment ma propre femme pouvait-elle laisser son père détruire quelque chose qui m'était si cher, en connaissant sa valeur, et la considérer elle aussi comme une vieille bagnole, sans importance? C'était un coup de poignard en plein cœur, non seulement de mon beau-père, mais aussi d'Élise. Le fondement même de ma confiance s'est écroulé, s'est transformé en poussière. Connais-tu ce vide que l'on ressent quand la personne que l'on aime le plus nous trahit sans remords apparents? Quand on se rend compte que l'image que l'on avait de l'autre est une illusion? C'est une douleur qui dépasse la perte matérielle, elle s'ancre profondément dans l'âme, dans chaque fibre de ton être. Socialement, la nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre. La famille Dubois, si fière de son standing et de son intégrité, s'est retrouvée dans une situation délicate, pour ne pas dire embarrassante. Mon beau-père, l'homme d'affaires respecté, le pilier de la communauté, était soudain confronté à une dette colossale, une dette qu'il ne pouvait pas ignorer, car j'étais déterminé à aller jusqu'au bout. Financièrement, ma vie basculait. Cet argent, les 300 000 $, représentait pour nous une sécurité, une avance sur un meilleur futur, une part de notre patrimoine durement acquis. Maintenant, c'était un gouffre béant entre moi et mon beau-père, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête. Familialement, c'était la guerre. Élise a essayé de minimiser, de faire l'intermédiaire, mais c'était trop tard. Le fossé était infranchissable. La discussion que nous avons eue le soir même a été la plus douloureuse de ma vie. Elle n'avait pas défendu ma passion, ni même l'investissement. Elle avait laissé faire, par facilité, par lâcheté, par complicité. Quand je lui ai demandé pourquoi elle n'avait rien fait, pourquoi elle avait laissé son père agir, elle a juste baissé les yeux, incapable de répondre. Son silence était plus éloquent que n'importe quelle accusation. Les jours qui ont suivi ont été un flou douloureux. L'air de la maison était devenu lourd, irrespirable. Chaque mot, chaque silence, pesait d'un poids écrasant. Élise et moi, nous vivions sous le même toit, mais étions des étrangers, deux âmes à la dérive dans le même bateau. Les éclats de rire de Léo, notre fils, étaient les seuls rayons de soleil perçant ce brouillard de tristesse et de rancœur, les seuls moments où je pouvais respirer un peu. Je continuais ma routine, mais machinalement. Chaque matin, le café avait un goût amer. Le chemin du travail, autrefois prétexte à des réflexions paisibles, était devenu un défilé incessant de comment j'aurais pu, si j'avais su. Mon beau-père a d'abord tenté de nier, de minimiser. Il a hurlé, menacé,
a même suggéré que j'essayais de l'extorquer. Puis, face aux preuves irréfutables et à la menace d'une action en justice, oh oui, j'ai dû consulter un avocat, car il ne me laissait pas le choix, car son arrogance était sans limite, il a fini par admettre sa culpabilité. Mais pas sans colère, pas sans me traiter de profiteur, de lâche, d'être obsédé par l'argent. Le paradoxe était cruel, lui, l'homme obsédé par l'argent et la réussite à tout prix, me reprochait d'exiger ce qui m'était dû, ce qu'il m'avait volé. Il a dû s'endetter pour me rembourser, ce qui a provoqué une déchirure irréversible. Au sein de la famille. Les dîners de famille sont devenus des champs de bataille silencieux, des simulacres de convivialité où les regards pesaient plus lourd que les mots. Élise était prise entre deux feux. Entre son père et moi. Mais je savais qu'elle avait fait son choix bien avant l'incident, en n'agissant pas, en me laissant dans l'ignorance, en se taisant. La douleur de sa complicité silencieuse était plus profonde que la rage que je ressentais envers son père. Notre mariage, un jour si lumineux, est devenu une coquille vide, un contrat rempli de non-dits et de regrets lancinants. La solitude est devenue ma compagne. Même entouré, je me sentais seul. Les rires des autres m'atteignaient à peine. La nuit, le sommeil me fuyait, hanté par la scène. Je revoyais sans cesse le camion, la masse de ferraille, le rire de mon beau-père. Chaque détail s'inscrivait dans ma mémoire, brûlant, indélébile. C'est difficile de se reconstruire quand les fondations mêmes de votre vie ont été dynamitées. On essaie, on met un pied devant l'autre, mais le chemin est semé d'épines invisibles, et parfois, le fardeau est trop lourd. Avec le temps, le choc s'est mué en une sorte de résignation, une sagesse forcée. J'ai beaucoup réfléchi. Sur l'argent, bien sûr. C'est étrange comme une simple somme, des chiffres sur un papier, peut révéler la vraie nature des gens, déshabiller les âmes. Pour mon beau-père, l'argent était le pouvoir, le symbole ultime de la réussite, le Graal à atteindre coûte que coûte. Pour moi, c'était un moyen, une sécurité, mais surtout, dans le cas de ma Shelby, le fruit d'une passion, le résultat d'un travail acharné, la cristallisation d'un rêve. L'argent a brisé les masques, a montré les cœurs véritables, dans toute leur laideur. J'ai réfléchi sur les choix. Chaque petite décision, chaque concession que j'ai faite, chaque fois que j'ai préféré la paix apparente au détriment de mes convictions les plus profondes, a conduit, pas à pas, à ce point de non-retour. Mon choix de faire confiance, d'accepter l'aide, de croire en la bonne foi de ma belle famille, de ne pas me battre pour ce qui m'était cher dès les premiers signaux d'alerte. Qu'aurais-tu fait? Aurais-tu su voir les signes, ces petits grains de sable qui annoncent la tempête dévastatrice? J'ai cru que l'amour et le respect mutuel seraient les gardiens de ma passion. J'ai eu tort, terriblement tort. La confiance. C'est un édifice si fragile. Il faut des années pour la construire, brique par brique, avec patience et dévouement, et un instant de folie, d'arrogance, de trahison, pour la démolir. La trahison de mon beau-père était un coup violent, un acte d'orgueil aveugle, de mépris abyssal. Mais celle d'Élise, son silence complice, son inertie coupable face à l'injustice, a été la plus déchirante, la plus insidieuse. Elle a brisé quelque chose en moi qui ne se réparera jamais tout à fait. On peut pardonner, peut-être, avec le temps et beaucoup de travail sur soi, mais on n'oublie jamais. La cicatrice reste, rappel constant de la fragilité des liens humains, de la perfidie qui peut sommeiller au cœur de l'intimité. Les conséquences de l'arrogance, de l'ignorance volontaire sont parfois incommensurables. Il a pensé que ma voiture était une vieille ferraille, sans chercher à comprendre, sans me croire, sans même un instant envisager la possibilité qu'il puisse se tromper. Son mépris de ce qui ne correspondait pas à ses propres valeurs matérialistes, à son image de la réussite, l'a aveuglé, l'a rendu sourd à mes avertissements. Et cette cécité a eu un coût exorbitant. Non seulement pour lui financièrement, une dette qui le poursuivra, mais pour toute la famille émotionnellement, une déchirure qui ne se refermera pas. Cela m'a appris que le vrai coût des choses ne se mesure pas toujours en argent. Le prix de la paix, du respect, de l'amour, est inestimable. Et quand ces choses sont brisées, la note est salée, même pour les plus riches, même pour ceux qui pensent pouvoir tout acheter. Qu'est-ce qui a le plus de valeur à tes yeux? Le bling-bling ostentatoire ou la richesse discrète d'une passion partagée, d'une œuvre d'art restaurée avec amour, d'une confiance mutuelle bâtie patiemment? Cette histoire, celle de ma Shelby détruite par l'arrogance et le mépris, aurait pu arriver n'importe où, à n'importe qui d'entre nous. Elle n'est pas unique. Les détails changent, l'objet de la discorde varie, mais le schéma reste souvent le même. Les dynamiques familiales complexes,
les pressions sociales insidieuses, la tentation de se conformer pour préserver une paix illusoire, la peur du jugement extérieur, l'aveuglement face à la valeur réelle des choses et des personnes. Il suffit d'un instant pour que tout bascule, un instant de mépris, une décision irréfléchie, un silence coupable. Un instant où l'ego démesuré l'emporte sur la raison, où l'apparence prime sur la substance, où l'argent dicte la conduite. Un instant où la confiance est trahie de la manière plus cruelle. Cela peut être une voiture, une passion ardente, un rêve chéri, un secret jalousement gardé. Ce n'est pas l'objet qui compte le plus, mais ce qu'il représente pour nous, et la façon dont les relations humaines sont mises à l'épreuve, se fracturent, se brisent. C'est une histoire sur la valeur invisible des choses, sur le coût exorbitant de l'arrogance, et sur les cicatrices indélébiles que la trahison laisse derrière elle, profondes et lancinantes. J'ai partagé mon histoire, non pas pour chercher la pitié, mais pour t'inviter à la réflexion. Peut-être que tu as toi aussi connu une situation similaire, une trahison inattendue, une injustice qui t'a marqué à jamais, qui a changé le cours de ta vie. Si mon récit a résonné en toi, si tu as des pensées, des expériences à partager, je t'encourage à laisser un commentaire ci-dessous. Comment aurais-tu réagi à ma place? Quelles leçons en tires-tu pour ta propre vie, tes propres relations? N'hésite pas à partager cette vidéo si tu penses qu'elle peut aider d'autres personnes à y voir plus clair ou à se sentir moins seul face à de telles épreuves. Et si tu souhaites entendre d'autres histoires authentiques, d'autres récits qui poussent à la réflexion et à l'introspection, alors abonne-toi à cette chaîne. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, de m'avoir accordé ton temps précieux et ton empathie. Prends soin de toi, et surtout, prends soin de ceux en qui tu places ta confiance, car c'est le bien le plus précieux que nous possédions.